Alexis et Nicolas, cofondateurs de Ludothèque avec Mathieu qui n'est pas là aujourd'hui. En régie, on a Ambrine et Mathieu qui nous ont aidés pour ce premier live Q&A où on a affronté des petits bugs techniques, ce qui fait que pour toutes celles et ceux qui étaient sur YouTube, vous avez dû avoir quelques soucis. On était donc sur le Discord en backup. Où on était principalement avec des joueurs et des backers qui ont déjà précommandé Olem, qui le connaissent bien. Donc on est allé sur des questions plutôt techniques, comment créer des nouveaux jeux avec Olem, quelles sont les dernières nouveautés du projet. On s'est dit que ça valait la peine de faire cette petite vidéo pour un petit peu vous présenter Olem pour toutes celles et ceux qui voulaient tout simplement découvrir le concept. On a créé Olem avec Nicolas et Mathieu il y a 4 ans et demi maintenant. L'idée avec ce petit robot de jeu de société, mélanger technologie et jeu de société. On a plusieurs jeux qui sont disponibles dessus, un petit peu comme sur une console de jeux vidéo. Des jeux qui vont de 1 minute à 1h30, assez variables aussi en nombre de joueurs et en style de jeu. Des jeux où on va s'affronter mutuellement, s'affronter en utilisant le robot comme un tiers, d'autres où on va coopérer contre lui, et d'autres enfin où on va aussi l'utiliser pour que notre équipe puisse réussir. Donc des styles de jeu très variés que vous pouvez découvrir sur notre site web, tous sont présentés autour du concept. Et on a beaucoup parlé de création de jeux, comme tu disais, mais donc la création de jeux est ouverte à tout le monde sur le robot. Donc n'importe qui peut créer un jeu et le diffuser aux autres. Ça, vous pouvez regarder donc, la suite de la vidéo après la présentation si vous voulez en savoir plus, mais on est rentré dans des sujets un peu plus techniques sur ce sujet-là, comme on parlait, comme Alexis le disait, des gens qui connaissent déjà bien le projet. Pour vous donner un petit aperçu, rapide playtest d'un de nos premiers jeux historiques, en l'occurrence Catalonie, un jeu où Olem incarne une horde de barbares à la recherche d'une cité romaine à piller. Pas de chance, on est tous les deux chacun une cité romaine, rivale depuis des décennies et des décennies, à tel point qu'on ne sait même plus pourquoi on se fait la guerre. Et chacun, on va se dire que c'est l'opportunité d'utiliser cette horde pour l'envoyer chez son adversaire et qui rase sa ville. Donc Olem se déplace en permanence, on ne connaît pas le fonctionnement de cette horde, donc on va le découvrir un petit peu en posant du matériel, des petits forts sur le plateau. Il va réagir, notre but un petit peu comprendre ce comportement et l'utiliser pour l'envoyer sur l'adversaire. Oui. Dès que Olem arrive à toucher l'un des bords de plateau d'un joueur, la cité est pillée et le joueur en face a gagné. Petite subtilité, c'est que c'est un jeu qui se joue assez rapidement puisque la horde se déplace de manière continue et nos tours sont alternés et ne durent que quelques secondes. À votre tour, vous avez le droit entre trois actions plus précisément. La première, poser un fort, n'importe où sur le plateau. La deuxième action possible, sinon, ça aurait été de retirer un fort, peu importe qui l'a posé avant, du moment qu'on n'a pas déjà 3 forts dans sa main. Troisième action, ne rien faire quand tout se passe selon nos prévisions ou alors qu'on est totalement dépassé par les événements, puisque la horde de barbares va s'énerver un petit peu au fur et à mesure. On va pouvoir lancer la partie en passant la main devant. Je serai joueur bleu, Nicolas, tu seras le joueur rouge, et Olem nous annonce nos tours. Joueur rouge, à toi de jouer. Il réagit au fort, des fois il ne va pas nécessairement y réagir. Pour ça, il faut réussir à lire son comportement et retenir à quoi il a réagi et à quoi il n'a pas réagi. À nouveau, toi, Nicolas. Hop, il va falloir que j'aille vite. La horde a le droit de déplacer des forts potentiellement. Moi, je récupère un fort. Et elle accélère au fur et à mesure. Ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour les joueurs de pouvoir s'en sortir. Oh no. Non. Ceci était un des exemples de jeux qu'on a, Catalonie, un jeu très facile d'accès, qui plaît bien aux enfants pour son côté dynamique. On a pas mal d'autres styles de jeux, par exemple Gardien et voleur, un de nos jeux phares qui plaît pas mal en festival de jeux pour tout type de public. Dans ce jeu, Olem est le gardien d'un donjon, va se déplacer
un petit peu pour patrouiller. De notre côté, nous les joueurs, on incarne chacun un voleur qui va explorer les lieux. Notre but en équipe, trouver où est le trésor, s'enfuir avec, sans que Olem arrive à nous capturer. Donc on va devoir coopérer plutôt dans ce jeu-là plutôt que de s'affronter par son biais. C'est uniquement un des exemples des 15 jeux qu'on propose. Tous sont disponibles sur notre site web. N'hésitez pas à aller jeter un œil un petit peu à notre page jeu et aux jeux qui vous intéressent, qui vous attirent, pour en découvrir plus. Si vous voulez en savoir plus sur le côté création de jeu, on l'aborde dans la suite du live notamment. On va vous refaire ici la petite présentation des outils qu'on va proposer sur la création de jeu. Notre objectif, c'est que la création de jeu, ce soit quelque chose de très accessible, qui soit disponible pour n'importe qui a envie enfin, qui soit déjà expérimenté en développement ou qui a envie même de découvrir le développement avec Olem. On travaille notamment avec les lycées aussi pour l'apprentissage de la programmation par le jeu avec Olem. Donc ce qu'on va fournir, nous, c'est des outils qui permettent de communiquer avec Olem et on se repose sur des outils de programmation existants qui utilisent principalement du Python pour l'instant. Par l'avenir, on aura du C, du C++, de la programmation par bloc, mais pour la sortie, on a choisi de se concentrer sur ces aspects Python. Donc ça, c'est des outils qu'aujourd'hui on est encore en train de prototyper, mais c'est aussi des outils qu'on utilise en interne dans l'équipe. Donc c'est des outils on va continuer à améliorer avec le temps, mais auxquels aussi les développeurs pourront contribuer. Donc chacun d'entre vous pourra essayer d'ajouter des fonctionnalités en fait à la librairie qui sera disponible pour les autres du coup dans les jeux. Donc on a créé un outil qu'on peut utiliser sur le PC qui sert à se connecter avec Olem. Donc il suffit d'allumer le Bluetooth sur Olem et après on peut se connecter à Olem en un clic. L'idée c'est que dans cet outil-là on va d'abord pouvoir interagir avec comme sur un ordinateur avec une console. C'est un mode qui n'est pas forcément nécessaire mais qui permet de faire des tests rapides. Par exemple si je voulais faire déplacer le robot rapidement, j'ai une commande qui permet de le faire. Hop, là le robot se déplace. Donc je vais demander de se déplacer de 100 mm, c'est ce qu'il a fait à l'instant. L'idée c'est surtout d'utiliser du Python pour créer les jeux plutôt que des commandes. Donc on a des outils qui permettent de charger des fichiers dans le robot, que ce soit des fichiers de code ou des fichiers de son et d'image, donc avec les différents onglets. Donc par exemple si je voulais charger mon script de démonstration dans le robot, je sélectionne simplement le script, j'ai un bouton upload avec une barre de chargement, et je peux, une fois que c'est téléchargé, je peux lancer le script en un clic. Donc là je vais lancer le script qui va faire avancer le robot. Une fois qu'il rencontre le bord de table, il s'arrête. Il se met à faire clignoter les LED en vert. Quand je mets la main sur le côté, il va changer de direction et recommencer à avancer. Et si je mets la main derrière, il arrête le script et il revient au menu principal. Donc ce script-là, je vais vous le présenter juste après, mais c'est l'idée d'avoir toutes les fonctionnalités de base de l'EM disponibles en Python directement. Pour ça, on a aussi une documentation pour accompagner l'apprentissage. Donc l'idée c'est que c'est sur un format web, comme ça on peut le mettre à jour très facilement, ça peut être flexible, on peut avoir plusieurs langues disponibles. Et donc sur cet exemple-là, c'est la documentation de toutes les fonctionnalités de base dont je parlais, avec à droite toutes les catégories qui sont disponibles. Et là je suis dans la catégorie déplacement, et la fonction de base du déplacement, c'est move, qui prend trois paramètres, donc pour se déplacer en X, en Y, et pour tourner en même temps. L'idée c'est que tout cet outil-là donc, reste disponible et peut être alimenté au fur et à mesure, où on peut aussi vous apprendre à utiliser l'éditeur de niveau qui est disponible dans l'outil dont je parlais juste avant. Ici, donc, on a créé des outils pour vous aider à appréhender les fonctionnalités plus compliquées en fait, de la création de jeu. Donc, par exemple, la représentation de l'environnement autour du robot dans le code, c'est quelque chose qui peut être un peu lourd pour des débutants d'apprendre à structurer des données pour faire ça. Donc cet outil-là vous permet par exemple de créer des éléments spécifiques à votre jeu. Donc disons que j'ai un téléporteur dans mon jeu, je peux sélectionner l'élément que j'ai déjà créé. On va dire que c'est le téléporteur numéro 1. Et après pour le placer, je peux le placer simplement en cliquant sur le plateau à des endroits spécifiques. Et dans le code, je pourrais aller voir par exemple quand je suis sur telle case, est-ce qu'il y a un élément dans la case, si c'est un téléporteur et réagir. Et l'idée c'est d'avoir des outils comme ça qu'on continue à alimenter qui vous permettent de faciliter la création de jeu. Et encore une fois, c'est des outils que nous on utilise en interne, donc on peut réutiliser les fonctionnalités qu'on développe pour un jeu pour un autre. Notamment, par exemple, la recherche de chemin dans un donjon en esquivant des murs, c'est quelque chose qu'on a développé pour Gardien et Voleur dont Alexis parlait juste avant. Et donc ça peut être réutilisé pour d'autres jeux.
En ce qui concerne l'édition de code en elle-même, on utilise des outils très standards pour le code. Donc moi j'utilise VS Code, mais en fait on peut utiliser n'importe quel outil de création d'édition de code. Et ça c'est le code qui tournait juste avant pour la petite démonstration. Donc pour ceux qui ont envie de le lire, vous pouvez mettre pause et lire tout ce code-là. Notamment, donc, au début, on règle la vitesse du robot, on lui demande de commencer à avancer vers l'avant, donc à l'angle 0. On clignote les LED en bleu et on cherche comme ça à avoir des commandes plutôt simples d'utilisation, donc avec des couleurs hexadécimales, des durées en millisecondes, des choses comme ça. Et on a une boucle qui va en permanence vérifier si on a rencontré un sol devant nous. Si c'est le cas, on s'arrête de se déplacer, on change la couleur des LED. Si on voit une main sur la droite, alors on tourne de 90 degrés, on attend la fin du déplacement et on se met à avancer. Et une fois qu'on a vu une main derrière nous, on va quitter le jeu. On a des fonctions de timing, de délai, enfin tous les nécessaires, on va dire, pour des jeux de base, plus après toutes les fonctions plus complexes qu'on va pouvoir implémenter à travers des modules Python, qui sont ceux qui peuvent être partagés et alimentés par la communauté, en sachant que les fonctionnalités de base de l'EM sont intégrées dans l'interpréteur Python lui-même, et pas des outils qui sont des modules Python externes en fait. Tous les modules qui vont être utilisés pour la création de jeux et enfin les modules qui sont spécifiques à des jeux et qui peuvent être utilisés de jeu en jeu sont des modules qui eux sont chargés dynamiquement et qui peuvent être modifiés sur le PC plus facilement. Euh, je vois qu'il y a des petites questions. Ouais, sur l'aspect un peu communautaire de la librairie, pouvoir partager ou non des modules, justement. Alors ça c'est quelque chose justement on a des plans. Ils sont pas assez formalisés, mais notamment alors Maître Perrin qui est dans le vocal, s'était proposé pour nous aider aussi à structurer tout ça, pour aider les gens à. Alors c'était sûr, on avait commencé par parler surtout d'aider les gens à ne pas développer plusieurs fois le même jeu, donc de savoir qui est en train de travailler sur quel jeu, et de pouvoir se regrouper ensemble pour éviter les doublons de jeu et le travail qui est fait en plusieurs fois. Pour moi, l'idée, ce serait de partir sur des outils très classiques de communauté, donc des GitHub et des choses comme ça. Et j'essayais de finir de comprendre la question en même temps. Euh, parce que donc pour l'aspect intégration, on va avoir comme ça la possibilité d'avoir une review et des modérateurs qui sont sur la partie open source. Alors au début, je pense que l'équipe va être la partie principale de cet aspect-là. Mais donc on pourra nous vérifier le code qui est proposé, vérifier s'il est pertinent et s'il est suffisamment générique pour être intégré aux outils. Et après la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'il est possible d'ajouter un module à la librairie, mais que en privé et en local. Donc ça, pour que ce soit possible, justement, ce que j'ai décidé de faire, c'est que les modules génériques sont intégrés dans le projet Python comme n'importe quel autre projet Python. Et en fait, on va importer le module dynamiquement pendant le jeu. C'est pas quelque chose qui est fixé avant et qui est précompilé et autres. Donc ce sera complètement possible d'avoir des modules spécifiques à ton jeu que tu n'as qu'en privé et en local, qui seront chargés spécifiquement pour ton jeu et qui n'impacteront pas les autres jeux qui sont dans le robot. Ça, c'est une décision aussi que j'ai prise parce que ça évite d'avoir à gérer les différentes versions de la librairie sur chaque jeu. Ce serait sûrement un casse-tête, je pense, d'avoir à mettre à jour chaque jeu à chaque fois qu'on doit faire des gros changements sur une librairie. Donc ça, on a vraiment choisi que chaque jeu soit indépendant. Ça crée une duplication de code puisque chaque jeu va réimporter, va avoir sa propre copie de la librairie. Mais sur des projets de l'envergure des jeux qu'on a aujourd'hui, en tout cas, c'est pas un problème. Le robot a quand même beaucoup d'espace de stockage aujourd'hui, on est à 8 Go. 8 Go de script Python, il y a de quoi faire. Alors il y a aussi des images et les sons qui sont intégrés au jeu, qui prennent finalement le plus de place. En général, c'est pas le code qui va prendre la place. Enfin, je pense que j'ai répondu à la question du coup sur cet aspect-là. Ouais, parfait. Après, sur la partie, peut-être pour revenir sur la partie communautaire de la librairie des tests, je sais pas si tu imaginais autre chose que des outils type GitHub sur ça. Aujourd'hui, pour moi l'essentiel, c'est surtout que les gens puissent documenter, qu'ils puissent vérifier ce qui est fait et qu'on ne soit pas un frein sur le partage du code. Donc je veux que ce soit des outils qui soient existants, établis et qui permettent, si les gens veulent partager du code en dehors des outils qu'on propose, c'est possible d'intégrer n'importe quel code à ta librairie, donc tu peux aussi passer par n'importe quel outil pour le partager.
Euh, on sait bien que l'aspect communautaire, c'est ce qui permet de développer, enfin d'avoir beaucoup de fonctionnalités à disposition rapidement, parce que bah, nous, on va développer ce qui est nécessaire pour nos jeux en premier, et on va être en soutien sur la création des autres jeux, mais on ne pourra pas tout développer à chaque demande, quoi. Et ça Euh, permet aussi d'aller dans les directions que potentiellement nous, on n'aura pas entrevues dans des concepts de jeu ou des façons de développer et qui auront leurs avantages ou permettront de différencier aussi vos propres créations. et aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, mais le Command Center est un outil, donc l'outil que je vous présentais juste avant, est un outil qui a été développé en Python. L'idée, c'est que c'est quelque chose qui est portable, qui ne demande pas d'installation. Et alors, je suis pas sûr qu'on puisse ouvrir tout le code qui va être fourni dans cet outil-là, parce qu'il y aura des outils qui vont devoir se connecter à notre serveur et faire les choses d'une certaine manière pour mettre en ligne les jeux et qu'ils soient à disposition des autres joueurs. Mais j'ai l'ambition, au moins à long terme, enfin, que les gens puissent modifier le Command Center pour en faire ce qu'ils veulent. Et typiquement, de pouvoir modifier même l'outil PC, si vous voulez faire une interface PC sur le robot, techniquement c'est possible aujourd'hui. Alors on ne s'est pas lancé là-dedans, mais c'est prévu. On pourrait imaginer une branche pour une équipe, le temps de travailler ensemble sur un jeu. Typiquement, c'est une possibilité. C'est aussi possible de fork le projet de toute façon. Enfin, j'imagine que ce sera ce qui sera fait souvent pour avoir votre propre repo propre qui part d'une des versions de la communauté. Je me dis que c'est quelque chose qui se fait bien justement avec des outils comme GitHub. C'est l'avantage, l'environnement est déjà fait pour les projets open source de ce type-là. Et il ne faut pas réinventer la roue sur des sujets comme ça parce que c'est des outils qui sont très puissants et qui permettent, auxquels les gens sont habitués, ce qui est un avantage qui est quand même pas négligeable. Alors la partie smartphone justement aujourd'hui elle est pas disponible, elle sera pas disponible tout de suite dans l'outil qu'on propose. Je suis en train de le préparer. Donc ce qu'on fait nous c'est qu'on utilise Unity, mais en passant par du Python. On a créé un système qui permet pour nous d'exécuter du Python dans l'application et qui est spécifique à votre jeu. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on crée une scène Unity. On ajoute à cette scène, donc on va créer normalement la scène Unity, sauf qu'on ne peut pas ajouter de code C#, il faut l'ajouter en Python. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais c'est un processus qui est un peu, enfin le processus de debug est trop lourd aujourd'hui pour que je puisse simplement vous le laisser à disposition tel quel. Je pense que, alors je suis sûr que certains d'entre vous arriveront à s'en sortir, mais c'est un processus qui est un peu difficile aujourd'hui de débugger le Python qui est mis dans l'application. Et je suis en train de restructurer la partie back-end du serveur pour que ce soit plus facile pour les créateurs de jeux de mettre en ligne un projet de test qui ne soit visible que par qu'eux, enfin uniquement par eux, et qui puisse être testé du coup sur le robot rapidement. Euh, alors si, c'est ce on espérait faire au début, donc ça n'aurait pas été plus simple une WebView avec du code natif communiquant avec du JavaScript. Euh, Aujourd'hui, on avait la problématique en faisant ça, le code natif doit accéder au hardware du robot, enfin du téléphone, pardon. Donc pour avoir accès à la fois Bluetooth, à l'accéléromètre et enfin tous les paramètres, tous les composants hardware du téléphone. Faire ça avec du JavaScript, ça posait des questions de sécurité d'après ce qu'on avait vu. Et on risquait d'avoir des problèmes avec les conditions d'utilisation des stores notamment. Et on avait un système un peu proche de ça sur la première version de l'application que vous avez pu voir potentiellement en festival. Le problème c'est on avait des vrais problèmes de performance avec ce genre de système. Parce que les systèmes qui nous permettaient de faire ça, qu'on avait testé, en tout cas, n'avaient pas les performances qu'il faut pour gérer des environnements de jeu un peu complexes. Et typiquement, un gardien et voleur commençait déjà à ramer sur les technologies qu'on avait essayées. Après, c'est pas notre métier, enfin, on n'a personne dans l'équipe qui est spécialisé dans ce genre de choses à la base, mais on avait trouvé des solutions. Les solutions qu'on avait trouvées, soit poser des problèmes d'un point de vue conditions d'utilisation des stores, donc App Store et Play Store, soit poser des problèmes d'un point de vue performance. Et le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'était Unity. À la fois en termes de facilité d'utilisation et en termes on est sûr que ça fonctionne à la fin. Donc on se repose sur une fonctionnalité qui est très spécifique à Unity, qui est l'asset bundle.
Et maintenant, il faut on propose en fait simplement de créer un projet Unity, d'importer l'asset ludothèque. Et après, bah, on peut créer donc la scène dont je parlais qui est spécifique au jeu avec le script qui est spécifique au jeu. On a une petite question sur les livraisons côté YouTube. Ouais. Bonjour, quand les livraisons sont-elles prévues? Alors ça, on a mis un... Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a fait un résumé sur... Ouais, j'ai fait un petit post sur Discord sur le sujet. Pour ce qui est des livraisons, en gros, en termes de timeline sur la production, on avance bien. Il y a pas mal de choses qui sont validées. Donc sur ça, on est assez content. Le matériel de jeu, les derniers éléments sont validés après les petites corrections suite à la réception des échantillons fin février. Côté hardware vraiment du robot, on a l'électronique et la mécanique qui sont lancés, qui sont dérisqués. Mhm. Donc c'est aussi des très bonnes nouvelles qui font qu'on sait qu'aujourd'hui on a des risques de retard supplémentaires qui deviennent de plus en plus faibles. Euh, pour ce qui est de la livraison, on serait sur une livraison aujourd'hui entre mai et juin, euh, grosso modo, en commençant bien sûr par les précommandes. Donc les personnes qui Les nous ont backers. soutenus, voilà, les backers sur Kickstarter, puis ceux qui ont précommandé ensuite. Puis après, à destination des différents magasins, des personnes qui commandent en ligne ensuite sur le moment même ou qui nous rencontrent en festival. Sachant qu'on va avoir quelques unités qui seront mises en test avant ça, là, en fait, on reçoit déjà des premières unités en ce moment qu'on va pouvoir utiliser pour tester. C'est juste qu'il n'y aura pas le matériel final qui va avec, notamment. Mais on va mettre ces versions-là à disposition pour que les gens puissent commencer à tester et à vérifier qu'il n'y a pas de bug majeur qui reste, même si avec les tests qu'on a fait, normalement, on est déjà pas mal avancé là-dessus. C'est toujours mieux d'avoir plus de testeurs, en fait. Donc on aura une dizaine d'unités qui vont circuler prochainement sur les différents, enfin, dans chez les bêta-testeurs, qui seront probablement des backers qui habitent pas très loin de chez nous. Oui. Ensemble, ce qui sera le plus facile pour la gestion. Je vois qu'on a une question. Est-ce qu'on a fait des partenariats avec certains magasins? Donc on a plusieurs magasins qui sont intéressés, on en a qui sont partants. Donc en entité, pardon, on a des magasins, on a aussi des bars à jeux et des ludothèques qui sont intéressés pour avoir Olem. On a notre premier magasin aux États-Unis, par exemple, qui nous a confirmé prendre des robots. Donc c'est super aussi pour nous de pouvoir mettre un pied sur le marché américain qu'on vise avec le marché français. Mais on est dans la phase où on concrétise justement ces partenariats, parce qu'on a beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais bon, le process de développement a pris un peu de temps, donc c'est aussi, il faut qu'on relance toutes ces pistes-là. Si vous connaissez des magasins proches de chez vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à leur dire de revenir vers nous maintenant. Normalement, on est en train de les recontacter en ce moment, donc ils ont peut-être, enfin, même sûrement déjà un mail dans leur boîte mail. Mais on en a plusieurs déjà qui sont en train de concrétiser les partenariats avec nous, en fait. Ouais. Dans les retours qu'on a justement sur certains qui disent bah, je vais attendre un petit peu avant de suivre l'aventure Olem, un de leurs retours c'est j'ai pas eu de client qui est venu me le demander. Et c'est le gros indicateur pour un magasin, pour une boutique de jeux de société aujourd'hui. Elle se base sur qu'est-ce que sa base de clients lui demande. S'il a 10 personnes qui lui demandent Olem sur 3 mois, ça fait qu'ensuite, quand nous on l'appelle pour lui dire salut, est-ce que tu serais intéressé pour avoir Olem, il sait déjà qu'il a des clients potentiels qui voudraient l'acheter et que du coup il ne prend pas de risque à commander Olem. Ce qui est le mode de fonctionnement en fait pour tout jeu de société, il se base sur quelle est la demande plutôt qu'on va créer l'offre. Mais donc ça, ouais, on a pas mal de magasins justement avec lesquels on a fait des démos en fait. Et l'idée maintenant c'est d'avoir des robots qui circulent dans ces endroits aussi pour que les gens puissent venir essayer. On travaille sur la création d'une carte qui permette aux gens de savoir où aller tester les robots, pour ceux qui ne l'auront pas encore. Alors ici on a principalement des backers, donc je pense que pour vous c'est moins un sujet, mais on sait que c'est toujours bien de pouvoir essayer. On sait qu'on en a rencontré pas mal d'entre vous en festival. Et c'est comme ça qu'on fait découvrir de toute façon. Donc les magasins, pour nous, c'est des endroits où on veut avoir des robots. Voilà.
Après, donc sur le. Je sais pas s'il y avait d'autres questions sur cette partie-là. On va, Aucun problème, hein, c'est. on va repasser sur des parties techniques, j'ai l'impression. Bon, après, ça fonctionne bien sans problème. Ah, on a hâte aussi, en tout cas, que vous le receviez. Parce que depuis le temps aussi qu'on attend que vous l'ayez dans les mains et qu'on ne soit pas les seuls à pouvoir le manipuler et à pouvoir l'emmener dans des directions variées. Bah ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps en plus, donc voir les produits physiques arriver, pour nous, ça nous fait très plaisir. Donc j'ai une question en plus sur la partie technique des modules physiques d'extension. Donc c'est les emplacements qu'on a ici, où je viens d'enlever une cartouche. Donc on a bel et bien les fonctionnalités dont on avait parlé qui sont fonctionnelles. Euh, Alors Céline, ton nom est en rouge, on sait que tu fais partie de l'équipe. On a une de nos artistes qui est en train de complimenter le travail artistique. Enfin, bref. Donc les modules, on n'en mettra pas avec le robot. Par contre, ce qu'on a développé, nous, c'est un module qui soit générique, qui puisse être utilisé avec n'importe quel composant compatible Grove. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, concrètement, c'est un format qui est utilisé par l'éducation beaucoup et qui est fait pour être compatible avec des cartes type Arduino. Donc on a mis en place une carte de connexion qui permet très facilement d'aller connecter des fils à la main si vous voulez créer vos propres modules techniques. On a développé 3 modes de fonctionnement pour les modules. Alors je vais rentrer un peu plus dans la technique, mais soit du GPIO, soit du PWM, soit de l'I2C. Ça, je l'ai remis dans la documentation. L'idée, c'est qu'on puisse s'adapter à peu près à n'importe quelle situation. Alors, potentiellement, il faudra des connexions une carte qui fasse l'interface avec le module, mais normalement, on peut tout faire avec de l'I2C, qui sera, je dirais, le mode le plus flexible dans lequel vous pourrez faire n'importe quoi sur le module. Mais ce qui veut dire qu'il faut un composant I2C en face qui gère l'intelligence. On va avoir une entracte Game Art qui va arriver à un moment, attention. Je crois bien. Oui, donc sur les modules d'extension, ce qu'on va fournir, je pense assez rapidement, c'est des petits kits qui vous permettent de développer plus facilement chez vous, enfin de vous connecter plus facilement chez vous, mais on pourra aussi vous fournir la documentation pour vous connecter ici sur le module. On a des contraintes, enfin des spécifications assez simples techniques là-dessus. Qui peuvent être utilisées pour vous interfacer avec ce connecteur. On l'a pas prévu dans la box pour l'instant parce qu'on n'a pas fini de la créer tout simplement. Enfin, on a des premiers protos qui sont fonctionnels, mais on l'a pas prévu à plus grande échelle. Faudra qu'on voit quand même si on peut pas en mettre quelques-unes en circulation rapidement pour que les gens puissent tester. Étant donné qu'on a des établissements qui sont intéressés pour l'avoir, Oui. On va en produire pour ces établissements scolaires qui veulent développer des extensions avec OLEM, développer des jeux. Ça, c'est un des gros travaux des derniers mois. Ça peut aussi être l'occasion de pouvoir dire, bah, ok, on va faire une commande de tant de cartes côté module et voir avec nos backers si on en produit un petit peu plus justement pour pouvoir les distribuer et qu'on puisse commencer à bidouiller. Il faut surtout qu'on voit enfin, il faut gérer la partie logistique, je dirais, parce qu'il y a toute la partie impression 3D qu'il va falloir faire pour l'interface et la partie électronique, ça, on pourra commander les cartes en gros sans trop de problème. Très bien. Écoute, on t'en réserve une tout de suite. Parfait. Sur voilà, ceux qui sont intéressés justement par cette carte, n'hésitez pas à le noter dans le Discord. Comme ça, on sait aussi qu'on peut revenir vers vous quand on commence un peu à développer le sujet, si on a des questions, ou ne serait-ce que pour vous dire, bah, c'est pas faisable pour telle ou telle raison. Mais ça nous permet aussi, nous, de savoir, il y a un intérêt de la part de notre communauté d'avoir cette extension. Et sur cette partie-là, en plus, on a toute la partie mécanique qui va être fournie dans. Oui, c'est vrai qu'on peut fournir un STL pour ceux qui ont déjà accès à des impressions 3D, enfin des imprimantes 3D. Mais non, on a aussi la base mécanique des coques que nous on crée, qu'on va fournir pour que vous puissiez partir de quelque chose si vous voulez faire votre propre mécanique qui est associée, parce que mine de rien, ça demande de prendre des mesures sinon du robot et autres, ce serait un peu fastidieux pour beaucoup de gens. Alors que
J'ai vu Amical dans le chat qui nous a fait une base justement on utilise pour rajouter des figurines sur le robot, pour ceux qui ont vu passer Monster of Targos notamment. Euh, L'idée c'est de pouvoir simplement vous interfacer avec le robot et de pouvoir être créatif sur la partie au-dessus en fait, plus facilement. Sur la partie électronicien, c'est vrai que l'idée c'est pour ça qu'on fournit les spécifications techniques, c'est que les gens peuvent créer leurs propres extensions complètement de zéro. Et la carte d'interface permet simplement de prototyper plus vite ou même de remplacer complètement cette partie-là, d'avoir quelque chose de une base générique électronique et mécanique pour la connexion. Et il y avait une question sur le développement des jeux depuis juillet 2023. Donc depuis juillet 2023, on a développé plusieurs nouveaux jeux. Alors notamment, en fait, on s'est concentré surtout sur terminer les jeux. Parce que comme on a eu le nouveau robot, il a fallu réadapter les jeux au nouveau robot, donc avec le nouvel écran qui gère maintenant les couleurs, les nouveaux infrarouges qui sont bien plus précis qu'avant, des choses comme ça, le nouveau matériel de jeu. Donc ça, on a surtout terminé les jeux, on est encore dans ce process-là de toujours améliorer les jeux qu'on avait commencé à développer. Si vous aviez vu, alors je sais plus si on avait déjà renommé à ce moment-là Space Wolf c'était toujours Phoenix Jail à l'époque. Notamment celui-là, il est fonctionnel. Ouais, par rapport à la... Il y a quelques joueurs qui ont pu tester Phoenix Jail pendant le flip, typiquement en juillet 2023. À PEL, je crois, on avait encore moins de jeux disponibles à l'époque. Mais du coup, Phoenix Jail devient Space Wolf. Et où là, on utilise pleinement cette nouvelle interface offerte par l'écran tactile qui pour nous vraiment permet de changer la facette de certains jeux, des jeux qu'on pensait connaître depuis Catalonie par exemple, qui a 4 ans, vient d'être redéveloppé avec sa nouvelle interface. Et le jeu change totalement, enfin en sensation de jeu quand on est dedans. On a beau le connaître nous depuis 4 ans, on était très agréablement surpris dans l'équipe. Space Wolf, il y a aussi cette évolution monstrueuse où on passe d'une interface où on avait un petit peu du mal à discerner quelles infos il y avait sur l'ancien écran d'Olem en noir et blanc, où là quand on passe en couleur et avec vraiment des icônes plus fines, faites par une équipe de game artistes très très balèzes et qui sont ultra calés sur le sujet et très créatifs. Ça change totalement la dynamique du jeu et on est justement en train de lancer des playtests en ce moment dans nos bureaux où on invite un peu les voisins au fur et à mesure. Donc si vous avez envie d'emménager, n'hésitez pas à déménager à Cachan en ce moment. Et on voit que des joueurs en 2 minutes arrivent à prendre en main Olem très rapidement sur Space Wolf. Donc c'est extrêmement encourageant sur ces jeux qu'on a développés et qu'on cherche à rendre plus accessibles sans qu'il y ait nécessairement l'animateur qui se fasse l'intermédiaire pendant la partie. Ce qui était le cas en juillet 2023 où on avait besoin d'être en renfort vraiment sur le jeu. Et c'est vrai qu'on a commencé à jouer avec toute cette partie tutoriel. Et en fait, on s'est concentré sur la création de tous ces outils dont je vous parlais juste avant pour permettre de développer les jeux en Python et le faire rapidement, qui nous permettent maintenant de développer beaucoup plus rapidement les jeux. J'en parlais rapidement encore une fois sur Discord, mais une activité qu'on a développée pour des étudiants pour Saint-Nazaire, en 1 heure, on est capable d'avoir un mini-jeu en fait. Alors qu'avant, ça nous aurait pris quand même pas mal de temps de développer des jeux. Donc là, aujourd'hui, on s'est concentré sur terminer les jeux qu'on propose dès le début. On a quelques jeux qui sont inclus dans les packs qui seront peut-être pas disponibles par contre à la sortie, mais qui arriveront assez vite après la sortie. En fait, là, je pense qu'on vous communiquera la roadmap là-dessus dès qu'on vous livrera les robots de toute façon. Mais on s'est concentré sur avoir de la variété de jeux, des jeux bien finis et de la rejouabilité surtout. Parce que les jeux qu'on vous présentait en juillet 2023, potentiellement certains c'était surtout les niveaux de démo qu'on vous présentait. Et rajouter le tutoriel plus de la rejouabilité, déjà ça change complètement le jeu en fait. Ouais. Très clairement. Voilà. Et notamment on s'est aussi concentré sur le développement de nouvelles fonctionnalités. On peut avoir plusieurs téléphones connectés au robot, des choses comme ça maintenant, ce qu'on n'avait pas avant.
en jeux qui sont en dehors du scope de ce qu'on appelle les 15 premiers jeux dans l'équipe. On a une preuve de concept aussi où on a commencé un peu à préparer le futur avec le projet Monsters of Thargos dont parlait Nicolas un peu plus tôt. C'est un projet de jeu qu'on fait en partenariat avec l'éditeur SBG Édition qui se base sur son univers, donc un jeu de rôle que Chris a créé pendant 30 ans et qui arrive à sa troisième édition, donc qui s'appelle Cursed Empire, et où on s'est dit, bah, tiens, et si on utilisait Olem pour incarner ces très méchants monstres qu'on peut croiser dans Cursed Empire. Donc on a fait une première preuve de concept, grosso modo un jeu en temps réel, boss fight, Olem incarne différents monstres qu'on peut croiser dans cet univers. Les joueurs, chacun leur tour, vont se déplacer. Et là, on est vraiment sur des sensations de jeu qui sont à la croisée du jeu de société, du jeu de rôle et du jeu vidéo. Des phases d'affrontement où là, vraiment, on se retrouve à devoir jouer assez rapidement. Donc, on voit les joueurs de jeux de société qui sont habitués à calculer, à prendre leur temps, à faire des actions, qui se retrouvent un peu tétanisés de attends, mais il y a le boss qui est en train de bouger là, il faut que j'agisse rapidement avec ma miniature. Et on se retrouve un peu dans le feu du combat comme on arrive à avoir très facilement dans le jeu vidéo, mais que le jeu de société a pas du tout émulé aujourd'hui comme sensation. Il y a eu des belles avancées là-dedans dans les dernières années, mais c'est vrai qu'on va plus loin en fait avec le robot tout simplement. Et outre ces phases de combat, on a toute une phase d'exploration où les différents membres de l'équipe vont avancer dans une campagne, développer leur personnage. Donc il y a toute cette notion d'avoir un personnage qui monte en expérience un peu au fur et à mesure, qui va prendre des décisions pour sa faction, potentiellement la trahir ou trahir d'autres joueurs. C'est un jeu semi-coop où chaque joueur va se battre pour réussir à être celui qui à la fin a le plus de gloire. Qui lui est vraiment un concept très nouveau qu'on a présenté au Spiel. On a vu qu'il y avait une bonne accroche. On l'a présenté aussi à Gamma aux États-Unis, à Cannes, tout à fait. Et on voit en fait que sur ces trois marchés assez différents, on a une accroche en fait à chaque fois et qui nous donne pas mal d'espoir sur le potentiel de ce jeu qui constituerait une première extension pour Olem et utiliserait notamment la technologie NFC, où tu disais qu'on a travaillé sur l'intégration de nouvelles technologies, le NFC en fait partie. Et c'est vrai on parlait tout à l'heure d'avoir des petits kits de développement en plus avec les cartes d'extension pour les modules. Euh, L'éducation, enfin pour le côté éducation, donc les lycées et autres, ils nous ont demandé de toute façon d'avoir un kit plus spécifique avec les outils pour se connecter au robot, par exemple pour les ordinateurs qui n'auraient pas de Bluetooth ou des choses comme ça. On rajoute dedans des tags NFC et on va probablement produire aussi ces cartes d'extension de modules qui vont nous permettre qui vont être inclus dans un seul pack. Et typiquement, si on fournit des cartes électroniques, je me dis ça a du sens de fournir aussi les tags NFC en même temps. Ou ça, alors pour l'instant, on travaille avec des tags NFC, tout ce qui est plus standard, on peut en trouver sur Amazon, que nous on met dans des sleeves et on met une carte par-dessus pour l'apparence. C'est complètement possible d'intégrer, je dirais, le NFC de manière plus subtile en tout cas dans la sleeve. Et ça, on y travaille encore. Pour l'instant, on n'écrit pas sur les tags NFC avec le robot. On utilise nos téléphones pour écrire le tag et après on peut le lire avec le robot. L'idée, c'est de pouvoir, de toute façon, d'avoir des tags très standards qu'on peut reprogrammer facilement. Et pour toute la partie, je dirais, expérience utilisateur, on est en train de réfléchir à des solutions pour qu'on n'ait pas besoin de reprogrammer tous les tags à chaque démarrage de jeu et que les tags soient numérotés, par exemple, pour savoir à quelle carte ils doivent correspondre ou des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra continuer à développer de toute façon. L'avantage du NFC, c'est que c'est très flexible. On peut le reprogrammer un bon paquet de fois avant que ce soit un problème. Et aujourd'hui, le NFC, c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel pour la suite, en tout cas, parce que ça nous permet vraiment d'avoir de l'interaction directe avec le robot. Et on parlait de Monster of Thargos. Pour attaquer le robot, il faut lui mettre un coup avec l'arme, en fait, grâce au NFC. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'augmenter l'immersion dans le jeu, en fait, et de ne pas vous sortir du jeu pour faire des actions contre le robot directement.
On se retrouve vraiment pendant le jeu à choisir sa carte d'épée, dire je l'attaque par exemple sur le côté alors qu'il se déplace. On scanne la carte en dessous, il reconnaît que c'est une épée. Il y a tout le comportement aujourd'hui qu'on a intégré. On est en train de travailler justement sur avoir une première base sur l'écran aussi qui permette de le traduire, mais c'est vrai que c'est très immersif et que ça plaît bien de ce qu'on voit. Alors pour le tag dans une figurine, on voulait le faire. Il y a une limitation par contre sur notre lecteur NFC quand même, c'est qu'il va lire ce qui est en dessous du robot à l'avant. Et pas, il pourra pas lire devant lui en fait plus loin. Ça revient à peu près à... Je pense que les diront pas. Ah, ah bah, parfait. Transition quand même. Ça revient en gros à scanner une carte et à en passer un petit morceau en dessous. Voilà. Il faut que la carte passe en dessous pour qu'elle soit lisible. Donc, enfin, que le tag soit en dessous du robot pour que ce soit lisible. Alors, ce serait possible par contre d'avoir des socles de figurines plus larges que la figurine et plats sur lesquels il y aurait le tag. Ça, il faut qu'on expérimente avec justement. On n'a pas encore été dans cette direction-là avec les figurines parce qu'on sait que on va se lancer dans un projet beaucoup trop gros si on se lance dans des figurines et autres. On préfère finir nos jeux déjà existants. Mais il y a des solutions avec le NFC. C'est l'avantage, c'est qu'on peut faire un peu tout ce qu'on, enfin, il y a toutes les formes de tags un peu qui existent et qu'on peut intégrer de plein de manières différentes dans des figurines, dans des cartes, dans le plateau même un jour. Mais encore une fois, après, on se retrouve avec des plateaux qui coûtent plus cher à fabriquer et qu'on ne peut pas fournir n'importe comment, que vous ne pouvez pas faire à la maison, enfin, ou alors avec beaucoup de main-d'œuvre. Hmm. Et bon, après, les gens qui veulent faire leur carte électronique, donc c'est possible. Et un slot d'extension peut déporter le lecteur NFC, en effet. C'est aussi l'alternative si on veut le mettre dans une figurine, par exemple. Et c'est encore une fois, bah, après, c'est des compromis à trouver ou des projets à fournir en do it yourself pour ceux qui ont envie de le faire à la maison et qui veulent jouer d'une autre manière, quoi, sans passer forcément par un vrai produit complet que nous on doit fournir dans un pack et autres. On peut avoir des projets un peu plus DIY. ouais, DIY, enfin, un peu plus bricolage, mais qui quand même donnent des super résultats, surtout si vous avez accès à des imprimantes 3D, pour le coup, on peut aller très loin. Et ça, aujourd'hui, nous, on regarde justement les solutions qu'on a pour faire des plus petites séries sur des projets comme ça. Typiquement, regardez ça pour la Coque du Gardien, ou pour des petits kits comme ça à faire à la maison, enfin, des choses comme ça. Mais le slot d'extension, c'est clairement quelque chose qu'on est en train d'apprendre à utiliser à son plein potentiel, mais mécaniquement, on peut complètement aller intégrer un lecteur NFC en plus. Il faudra juste faire gaffe à la console. C'est toujours des considérations après que nous on doit avoir de vérifier qu'on ne va pas trop diminuer l'autonomie de la batterie ou des choses comme ça. Mais le lecteur NFC peut s'intégrer à distance, sans trop de problème, je pense. Et après, sur toute cette partie extension, on a beaucoup le côté figurine qu'on est en train de travailler quand même. Avec le boss fight, pour ceux qui l'avaient vu passer, on a une grosse figurine et on est en train de chercher les limites un peu de ce système, jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut animer la figurine pour qu'il puisse donner des coups de masse ou des choses comme ça? Ça, c'est avec SBG Edition qu'on travaille dessus maintenant et c'est, je dirais, la suite un petit peu de cet aspect-là. Et où là, à ce moment-là, pour ce qui est de l'industrialiser, euh, on se retrouve à sortir de leur zone de confort des fabricants qui aujourd'hui sont habitués vraiment à des styles de produits, à des dimensions de miniatures spécifiques. Le bon côté quand on les fait sortir de la zone de confort, c'est qu'il y en a qui trouvent ça génial et qui aiment ce côté innovation. D'autres qui sont un peu plus frileux et qui nous disent plutôt nous on fait pas ça, on fait que de la miniature de telle dimension, etc. Mais du coup c'est aussi intéressant, on voit, et ça paraît pas infaisable à industrialiser sur le long terme. C'est sur ça, avec toutes les pistes de projets qu'on a, c'est atteindre d'abord une certaine masse critique pour pouvoir commencer à atteindre tous ces projets connexes à OLEM et le relier. Je suis en train de voir qu'on commence à s'approcher de l'heure, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Parce qu'on s'était dit qu'on essayait de tenir dans une heure à peu près. Là, notamment, il y a une question: OLEM est réparable à quel point? Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé parce qu'on voulait que ce soit un produit qui puisse durer dans le temps, notamment si vous voulez avoir des modules d'extension et autres. On sait qu'il y a du potentiel pour que le robot puisse avoir une très bonne durée de vie.
Tout est démontable sans casser quoi que ce soit. La seule partie qui est collée, c'est l'écran. Donc si on doit remplacer l'écran, il faut qu'on remplace la pièce plastique qui est autour. Mais tout le reste est démontable et on peut réparer uniquement une pièce. Il faut qu'on voit la logistique qui est associée à la réparation. Dans un premier temps, quand c'est du dégât normal couvert par la garantie, on remplacera les robots et on fera la réparation nous. Sur le long terme, on veut vendre les pièces détachées, même individuelles, pour que les gens puissent faire la réparation à la maison. Tout ce qui est extension, on a mis beaucoup de sécurité d'un point de vue électronique et autres pour que vous n'endommagiez pas le robot en essayant de jouer avec. Toute la partie Python, on a mis des sécurités pour que vous n'endommagiez pas votre robot ou celui des autres avec le code. Donc le but c'est d'éviter les dégâts. Après on sait bien que des dégâts c'est un peu inévitable. On a réussi à le rendre assez résistant à l'eau quand même grâce à ce nouvel écran qui est collé. C'était un peu l'intérêt aussi de le coller. C'est que même s'il y avait de l'eau ou d'autres liquides non alcoolisés qui étaient renversés dessus, normalement il n'y a pas de dégâts sur le robot. Mais ça c'est quelque chose, normalement le robot est réparable et conçu pour durer. On est parti du principe que quand on fait des jeux, assez facilement, ça peut être, alors en France, l'heure de l'apéro, typiquement, ou ne serait-ce qu'avoir un thé à côté quand on est sur un dimanche pluvieux. Donc, partir du principe qu'il peut y avoir des liquides renversés, c'était un principe. Par contre, essayez pas de le mettre dans votre bain, clairement, ce n'est pas fait pour. Et pour avoir une idée aussi, dans les gens qui sont présents, est-ce que vous avez tous accès à une imprimante 3D parce que j'en ai vu au moins deux en parler, je crois. Mm. Qui me donnaient l'impression qu'ils avaient accès à une imprimante 3D. J'imagine que tout le monde n'y a pas accès non plus, mais bon, en général, dans les gens qui aiment bricoler, c'est Oui, possible. qui ont ou qui ont C'est pour ça que je une demandais à avoir connaissance. accès. Ouais. Typiquement, il y a les Fab Labs aussi qui donnent accès Mm. à des imprimantes 3D, des choses comme ça. Même plusieurs. Ouais. Parce que bon, nous, c'est vrai que dans l'équipe, on est plusieurs à avoir des imprimantes 3D à dispo, donc c'est facile de proposer. On n'est pas assez bonne pour faire du bon travail. Alors ça, c'est souvent le problème, typiquement pour des figurines, il faut de la résine. Ça, c'est un peu inévitable. Mais pour des pièces, typiquement les pièces mécaniques qui servent à faire l'interface avec le module d'extension, nous, les prototypes avec du filament, même sur une qualité qui est moyenne, au pire, il faut limer un petit peu des pièces, mais c'est pas très grave, ça. T'es dans quel coin déjà, toi, Babou potentiellement dans le 34. Je pars de ce principe aussi. Lille. Mince, c'était un piège. Ok, donc on a quand même finalement tout le monde qui a accès à des imprimantes 3D. Alors, encore une fois, après pour la résine, c'est pour ça qu'on voulait trouver des solutions pour pouvoir imprimer quand même, nous, des choses qu'on propose à tout le monde en termes de kit d'accès. Parce qu'on sait que une imprimante résine, ça fait vraiment pas le même boulot, mais c'est aussi pas du tout la même maintenance et la même utilisation. Donc c'est compliqué d'avoir ça chez soi. Moi, j'ai abandonné l'idée parce que dans un appartement, c'est compliqué. Mais sur la partie filament, de toute façon, on peut déjà faire beaucoup de choses avec du filament en réalité. Et ça a l'avantage d'être prototypable très rapidement. En fait. Oui. Et le post-traitement, c'est vraiment cette partie-là, je pense, qui m'a... Ouais, après, sur la partie prix, aujourd'hui, on trouve des solutions quand même qui sont pas si chères que ça, enfin, qui sont pas si chères que ça, qui sont raisonnables en prix. Mais en effet, toute la partie post-traitement, la partie écolo, tout ça, on sait que tout le monde peut pas en avoir chez soi. Moi, c'est une frustration parce que j'ai vraiment envie de faire des figurines chez moi. Ça fait un moment que t'en parles. Mais j'ai résisté. Et donc vous êtes au moins, enfin j'en ai vu au moins 3 qui savent déjà un petit peu développer. Vous êtes tous expérimentés en termes de développement ou vous cherchez à découvrir le développement en créant des jeux? J'en profite pour faire un Uno River sur le Q&A où finalement c'est moi qui pose les questions maintenant. C'est aussi pour que... En fait, je pose ces questions-là parce que j'en ai finalement un peu besoin quand je suis en train de créer les outils, de me rendre compte à qui je m'adresse. Même si on crée des outils qui sont conçus pour être accessibles à tous, je sais bien que on n'aura pas que des gens qui savent bien développer. Ouais. Typiquement, quand on a des développeurs seniors, je peux parler un peu d'une autre manière, on va dire, dans la documentation, que quand je m'adresse à des gens qui sont en train de découvrir la programmation pour la première fois. Aujourd'hui, nous, bon. Scripteur que développeur, après,
Ça, c'est l'idée, c'est que ce soit accessible à des gens qui ont au moins un petit peu bidouillé, et qu'à terme, on soit même accessible à des gens qui découvrent complètement, encore une fois. Ça c'est en cours. Euh, mais c'est Typiquement, bon à savoir. dans le cas de Louloute, avoir justement au sein du même foyer un développeur senior et quelqu'un qui est inexpérimenté et qui veut débuter, on sera très preneur de retour un petit peu de comment ça se passe pour toi en tant que développeur senior et pour ta compagne qui, elle, veut découvrir un petit peu le développement, justement, dans quelle mesure c'était assez facile d'accès grâce à la doc ou non. Je t'en vais voir combien de temps. Ouais, que ça. Ah oui, j'avais eu la question en effet pour Mblock. La programmation par bloc, c'est quelque chose qu'on veut faire à terme, mais qu'on ne peut pas avoir immédiatement dès le début. Par contre, on sait que pour nous, pour la suite, pour que typiquement plus de joueurs puissent accéder à la création de jeux, bah, ta compagne est le parfait exemple justement d'une personne qui a envie de créer des jeux, qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément de compétences en développement pour l'instant, bah, qu'elle puisse s'y initier. Et côté établissement scolaire, où on voit que Olem a un réel attrait, à partir du moment aussi où on a de la programmation par bloc, on commence à pouvoir s'adresser à des niveaux d'élèves qui sont de plus en plus jeunes. Et pour qui l'intérêt d'avoir un robot pour apprendre à développer marche d'autant plus, parce qu'on parle d'enfants qui, grâce à leur programmation par bloc, vont faire bouger un robot entier. C'est quelque chose qui peut leur faire découvrir un peu une passion. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mblock, c'est un outil de programmation visuelle, donc par bloc, un peu comme le Scratch, mais dédié plutôt à la robotique en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est concentré sur le Python dès le début, parce qu'il y a plein d'outils qui existent pour interfacer le Python avec des blocs, et pouvoir du coup rajouter une couche comme ça. Techniquement, je pense que ça peut même être fait par n'importe qui sur un PC en fait, parce que les blocs peuvent générer du Python à la fin. J'avais fait des petits tests avec un stagiaire sur le sujet, et normalement on est complètement dans les clous justement pour faire ce genre de choses. Après, ça, oui, voilà, souvent utilisé dans les collèges, c'est notamment ce qui fait que la programmation par bloc va sûrement arriver assez vite. Après, je sais même que maintenant il y a des écoles primaires qui utilisent la programmation par bloc, mais sur du Scratch en général et pas Mblock. Mais donc ça, c'est quelque chose qui va arriver, bien sûr, mais la programmation par bloc, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément très attrayant pour les développeurs plus expérimentés. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, il valait mieux qu'on ait quelque chose qui soit accessible, enfin de partir de l'accessibilité. C'est faisable pour n'importe qui, mais potentiellement, il faut lire un peu la doc. Mm. Et petit à petit, aller vers ce côté bloc qui est plus axé pour des débutants. Et une fois qu'on dépasse le stade de débutant, on n'a plus forcément envie de se baser sur le bloc. En fait. Et conserver au final ces différentes strates de Oui. difficulté pour que justement quelqu'un qui est commencé par bloc il puisse aller il puisse en sortir à terme et que Complètement. chacun puisse choisir ce qu'il veut. C'est ça. Je vais revérifier les messages Discord. Merci à Chloé d'avoir répondu. Mais je crois du coup qu'on a fait le tour des questions. Alors si vous avez d'autres questions, encore une fois, il ne faut pas hésiter. Mais sinon, je pense qu'on va pouvoir. Je pense, après, voilà, si vous en avez un peu qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas soit à nous les envoyer, soit à les poster aussi sur le Ask Anything qui est fait pour ça. Si c'est un format qui vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire un petit peu, à nous dire bah, j'aimerais bien qu'on en refasse un à tel moment. Enfin, si vous nous demandez demain, on vous dira que ce sera peut-être pas possible. Mais voilà, on est très preneur de retours, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. C'était en tout cas pour ma part, je te laisserai dire pour toi, mais une très bonne première expérience de Q&A. Et on a hâte de faire plus d'événements voilà, aussi comme ça où on est en interface directe avec la communauté, typiquement des playtests. Typiquement, un retour un par mois, en effet, c'est ce qu'on se dit qui serait vraiment bien. Euh... sur ton smartphone, rien d'urgent. Très bien. Donc j'ai noté par contre que maintenant on a un mode assembleur uniquement pour certaines personnes.
trouve un moyen de faire en sorte d'avoir un mode pour développer que sur, que sur Assembler pour certains. Non, mais c'est vrai que ça, de toute façon, on se concentre sur des outils qui seront accessibles pour tous. Mais en effet, bah, nous, ça nous permet aussi d'avoir du prendre du recul aussi sur nos avancements, en plus de faire ces points-là. Et bientôt des avancements où on mettra à disposition des robots en plus, donc c'est parfait. Donc on pourra avoir des échanges un peu plus précis sur même sur les outils de création ou sur votre utilisation d'OM, je pense, prochainement. Enfin, le but, c'est que ce soit bientôt maintenant. Voilà. Je crois qu'on a fait. Ouais, bah écoutez, merci encore pour votre soutien, pour vos questions, pour votre intérêt. N'hésitez pas s'il vous vient des choses en chemin. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous.